Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition de l'émission Ma Santé à la première télé éducative de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hépatite B. L'hépatite, comme vous le savez, c'est un problème majeur de santé publique qui peut provoquer des infections chroniques ou même entraîner des risques de décès par cirrhose ou cancer du foie. Il faut en parler. Pour rappel, en 2019, l'OMS avait estimé à 820 000 le nombre de décès et 2 96 000 de cas. Voilà pourquoi il faut en parler pour sensibiliser. Et justement, pour en parler, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir sur ce plateau un véritable pionnier, un combattant dans cette lutte contre l'hépatite, une source de motivation en tout cas pour tous ceux qui sont en train de se battre contre cette maladie. Il est tout simplement le président fondateur de Safara Hépatite, membre des conseils d'administration de Liver Patient Association et de l'Alliance Afrique francophone contre l'hépatite. Il est par ailleurs aussi membre de World Hepatitis Alliance. C'est un ambassadeur tout simplement dans cette lutte contre l'hépatite. Il se nomme Monsieur Ibrahima Gueye. Monsieur Gueye, bonjour. Bonjour Monsieur Malo. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et voilà, donc nous vous souhaitons la bienvenue. Merci, le plaisir est partagé et merci de m'avoir offert cette occasion de pouvoir m'exprimer pour la première fois sur vos antennes et de pouvoir échanger avec nos populations sur la question des hépatites et surtout avec une population très jeune qui nous caractérise aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, je le disais, M. Ibrahima Gueye, un ambassadeur en tout cas dans la lutte contre l'hépatite. Vous êtes le fondateur de Safara Hépatite depuis 2011. Pouvez-vous revenir sur la motivation, ce qui vous a motivé à mettre en place cette fondation qui vise à sensibiliser contre l'hépatite? Merci M. Mbalo. Donc, je pense que l'explication elle sera très simple pour la simple raison que moi-même, je suis atteint d'hépatite chronique avec une co-infection, c'est-à-dire l'hépatite B et l'hépatite delta à la fois. Donc au départ, le combat, il était personnel. Lorsque je l'ai su, quand même, j'ai vu qu'il y avait pas mal de difficultés qui se cachaient derrière. J'en avais fait un premier combat personnel, mais après quelques mois, avec les rendez-vous que j'avais au niveau de l'hôpital d'Antec, je me suis rendu compte que le problème, il était beaucoup plus large. Parce que j'avais vu que la prise en charge elle était un peu difficile et je suis tombé sur un cas au moment où moi-même j'arrivais, malgré les difficultés quand même, à me prendre en charge du côté rendez-vous, à commencer à acheter mes médicaments. Donc j'ai rencontré un vieux qui avait vraiment des difficultés pour la simple raison qu'il y avait son fils qui était vraiment atteint et puis en stade vraiment avancé, qui revenait après une consultation, donc avec son bilan pour revenir présenter ça au médecin et il lui fallait faire encore une nouvelle consultation. Il se lamentait et après, derrière, il y avait d'autres personnes qui étaient à côté qui râlaient parce que tout simplement c'était difficile et tout. Et là, après avoir auditionné quelques personnes qui étaient là-bas, je me suis rendu compte que tous ces cas-là étaient le même que moi, c'est-à-dire l'hépatite B. Donc c'est en ce moment que je me suis dit, attention, ça par contre, et après un peu d'investigation, je me suis rendu compte que c'était un problème beaucoup plus général. Et de là, l'idée m'est venue de vraiment créer une association. Donc, on m'a présenté Mme Amita Sall Diallo, que je salue au passage et que je remercie beaucoup, qui est la coordonnatrice du programme de lutte contre les hépatites. Et je lui en ai parlé. Donc, il m'a dit de toute façon, c'est l'occasion parce que nous-mêmes, voilà, nous sommes en train de voir comment faire pour booster cette lutte au Sénégal. Donc, vous êtes la bienvenue. C'est comme ça est parti la création de l'association en novembre 2011, exactement. Voilà, donc, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui sont terrorisés dans ce genre de situation, mais vous, par contre, vous avez eu à faire de cette maladie peut-être une source de motivation pour aider, pour motiver
Et c'est justement, comme vous l'avez dit, je l'ai annoncé dès le début de l'émission, quand je disais que vous êtes une véritable source de motivation aujourd'hui pour ceux qui sont atteints d'hépatite, parce que c'était des années de combat avec beaucoup de patience et de persévérance, mais surtout, ce n'était pas un combat individuel, vous avez impliqué vos pairs pour les aider. Donc, est-ce que on peut revenir sur l'hépatite? L'hépatite, c'est quoi exactement l'hépatite B? Donc, l'hépatite, de manière générale, l'hépatite est une maladie infectieuse du foie, causée par l'un des virus, A, B, C, D, E, ainsi de suite. Mais sur tous ces virus, il n'y a que 3 virus qui sont responsables de complications. C'est l'hépatite B, l'hépatite D, qui est la delta, et l'hépatite C. Pour les autres, donc vraiment, ça ne crée pas de complications. Maintenant, sur les 3 dont j'ai parlé, la B, la D et la C, donc nous pouvons nous camper sur une seule hépatite pour vraiment donner l'explication et permettre aux gens de comprendre. Mais ça, je ne le fais pas sciemment, mais je le fais pour des raisons quand même très claires. La première est que l'hépatite C, on ne peut pas en parler pour la simple raison que c'est une hépatite qui ne nous concerne pas beaucoup en tant qu'Africains, en tant que Sénégalais. C'est une hépatite qui touche beaucoup plus les Occidentaux. Donc là, on peut ne pas s'attarder là-dessus. Maintenant, pour l'hépatite delta, on peut ne pas en parler pour la simple raison aussi que c'est une hépatite qu'on ne peut pas voir seul. On ne peut pas voir un individu qui a une hépatite D tout court. Impossible. Il faut avoir l'hépatite B et maintenant pour être co-infecté ou surinfecté par la D. Et si on prend en compte la B, forcément on prend en compte la D. Donc raison pour laquelle on peut ne pas. Maintenant pour l'hépatite B, donc comme on le dit, c'est une maladie infectieuse du foie, maintenant, qui est causée par le virus de l'hépatite B. La seule difficulté que nous avons avec cette infection, c'est que c'est une maladie très sournoise. Très sournoise et très silencieuse. Surtout. Donc, vous le disiez tout à l'heure, la plupart des infections ne manifestent aucun symptôme. Donc, comment vraiment faire pour peut-être savoir qu'on a l'hépatite? Voilà. Merci M. Mbalo. Le seul moyen de connaître aujourd'hui, en tout cas le moyen le plus sûr pour connaître son statut par rapport aux hépatites et particulièrement à l'hépatite B, c'est de faire un test de dépistage. Ça peut être un test de routine par don de sang, ça peut être un test de dépistage rapide. Donc pour vraiment voir si on a l'hépatite ou pas. Donc parce qu'en dehors de ça, l'hépatite B, la particularité est que c'est une maladie asymptomatique qu'on ne peut pas savoir au départ. Donc maintenant, on peut avoir les signes par contre. Mais en général, c'est un moment vraiment tardif de la maladie et c'est vraiment le danger. Avance en silence. Exactement. Donc ces symptômes que nous pouvons avoir sont la jaunisse au niveau des yeux et des urines, donc qui caractérise un peu, en tout cas qui peut servir d'alerte pour dire qu'au moins on peut aller voir s'il y a une hépatite ou pas. Donc en dehors de cette jaunisse, nous pouvons avoir des douleurs abdominales. Et en général, ça peut apparaître du côté droit. C'est pas parce que maintenant, en général, ça pose problème pour les gens quand même, parce que dès l'instant qu'on dit qu'il y a des douleurs du côté droit, ils pensent que tout ce qui est douleur du côté droit, ça veut dire une hépatite. Non, c'est pas ça. Maintenant, il faut avoir l'ensemble des signaux pour pouvoir dire maintenant, est-ce qu'on n'a pas une hépatite. Donc, cette douleur peut venir du côté droit. Et on peut avoir aussi ce qu'on appelle une fatigue générale. En tout cas, on a l'air d'être abattu, on a tout le corps qui sent lourd. On a l'impression de ne pas pouvoir bouger. Donc ça aussi, ça caractérise un peu les symptômes. Et nous pouvons avoir aussi des reflux gastriques. Donc en dehors des reflux gastriques, voilà, j'ai parlé de la jaunisse, des articulations, des douleurs abdominales et de la fatigue générale. Donc en général, c'est un peu ça pour les symptômes.
Donc en général, ce qu'on peut retenir, c'est les jaunisse des yeux, douleur abdominale, fatigue. Jaunisse des yeux et des urines. Et des urines, d'accord. Fatigue générale et douleur abdominale. En gros, donc peut-être les téléspectateurs, voilà, suivez un peu l'information que vous donne votre organisme, parce que notre corps nous informe à travers ces douleurs, à travers ce changement, qu'il y a un problème. Vous avez parlé peut-être de dépistage pour voir, mais on sait tous qu'en Afrique, on n'a pas l'habitude, on n'a pas cette culture. Et c'est même d'ailleurs pourquoi l'OMS avait dit que l'Afrique est beaucoup plus frappée par l'hépatite B. Exactement, exactement. J'aimerais un peu, peut-être si vous pouvez revenir sur ça, pourquoi voilà, les Africains, surtout les jeunes, sont beaucoup plus atteints par cette maladie. Tout à l'heure, au départ, je disais en tout cas en démontrant les formes d'hépatite que nous avons entre A, B, C, D, je me suis dit, bon, on peut ne pas toucher la C, ne pas en parler, mais pourquoi la B? Pour la simple raison, parce que la B, elle est beaucoup plus située dans notre continent, mais on sait que déjà d'emblée, dans le monde, il y a plus de 2 milliards de personnes qui sont touchées par les hépatites, de manière générale. Et nous avons plus de 350 millions qui sont des porteurs chroniques d'hépatite. Un porteur chronique, ça veut dire que quelqu'un qui a une hépatite, qui est allé au-delà de 6 mois. Donc ça veut dire qu'on a dépassé la phase aiguë, et maintenant on est dans la phase chronique. Et durant cette phase chronique, la maladie peut évoluer. On peut ne pas même être malade au départ. Hein. Honnêtement, la majeure partie des gens ne sont pas du tout malades. Mais quand même, il y a une petite partie quand même qui peut évoluer vers des complications. C'est à cause de la chronicité. Donc, et sur ce, donc, on sait que dans le monde, on a plus de 2 milliards de personnes, comme je l'ai dit. Maintenant, en Afrique, nous avons le plus lourd tribut. Et plus particulièrement en Afrique subsaharienne. Nous avons des taux de prévalence qui vont de 8 à 20%. C'est énorme quand même, très énorme. Et si on parle de notre pays, le Sénégal, donc nous avons plus de 85% de la population qui a été déjà en contact avec ce virus. Je parle de contact, hein, ça veut dire que c'est des gens qui ont été déjà infectés par ce virus. Mais là, il faut être très clair. Le fait d'être infecté par ce virus ne veut pas dire que c'est des gens qui sont porteurs aujourd'hui. Pour la majeure partie, c'est des gens qui sont guéris dès les premiers mois. D'accord. Donc, excusez-moi, justement, c'est une chose qui m'intriguait, la question qui taraudait mon esprit. J'ai une amie qui avait fait des tests et qu'on l'avait annoncé qu'elle avait l'hépatite, mais il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas de médicaments, on lui a juste donné peut-être un régime à respecter. Donc, j'aimerais comprendre aussi le pourquoi. Voilà, le pourquoi. C'est ce que je disais, donc, parce que nous avons deux formes d'hépatite. Au départ, l'hépatite, elle est aiguë. Ça veut dire que c'est du début de l'infection, dès le premier jour de l'infection, jusqu'aux 6 premiers mois. Pour les 3 premiers mois, c'est là où se passe le combat entre le virus qui est venu dans notre organisme et les anticorps qui constituent notre défense au niveau de notre organisme. Et maintenant, ce combat-là, au-delà de 3 mois, normalement, il est fini. Et maintenant, 2 situations peuvent se passer. Soit le virus, il est vainqueur, il continue au-delà de 6 mois. Ou bien, il est vaincu par les anticorps, ils l'ont neutralisé. Et là, ce qui se passe, c'est quoi? Donc, 3 mois après, même si on fait le test, on va voir ce qui était positif au départ est devenu négatif. Donc, c'est là où se trouve la guérison spontanée. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Durant cette période, il n'y a que peut-être un régime à respecter pour... Non, c'est un combat, c'est un virus qui vient d'arriver. Maintenant, nous avons une défense quand même au niveau de notre organisme. Ce sont les anticorps qui nous protègent. Ils font le combat pour neutraliser ce virus. Maintenant, s'ils arrivent à le faire, ça veut dire quoi? L'hépatite, elle est finie en nous-mêmes. Elle est guérie. C'est la raison pour laquelle, 6 mois après, si on fait un test négatif, c'est là où l'on peut confirmer que maintenant, le combat a eu lieu, il est fini, il n'y a plus d'hépatite. Et ce sujet-là, il n'a plus besoin de faire quoi que ce soit, ni de suivi, parce que c'est fini. Quand on fera un test, on trouvera que toujours que c'est négatif. Mais par contre, si on recherche maintenant, si on va au niveau des anticorps et tout, on peut trouver que les anticorps sont positifs pour montrer que déjà il y a eu un passage. C'est la raison pour laquelle je disais que 85% de la population a été déjà en contact.
Maintenant, il y a une bonne partie quand même. Aujourd'hui, plus de 9% de ces sujets qui ont été déjà infectés, maintenant, qui sont restés des porteurs chroniques. C'est-à-dire pour ces gens-là, le combat a eu lieu, mais le virus est sorti vainqueur. Les anticorps ne l'ont pas maîtrisé. C'est la raison pour laquelle maintenant on parle d'hépatite chronique. Et ce mot chronique-là dérange parfois les gens. Parce que pour eux, tout ce qui est chronique, c'est tout ce qui est grave. Alors que là, la chronicité veut dire juste, on a dépassé la phase aiguë et maintenant on est entré dans une phase de suivi. C'est-à-dire une hépatite qui sera là tout le temps. Donc, elle mérite d'être suivie pour éviter de même maintenant les complications dont j'ai parlé. Maintenant, pour revenir par rapport au sujet dont vous avez parlé, pour les gens qui sont inquiets, parce que tout simplement, ils sont partis à l'hôpital après un diagnostic et tout, on ne leur donne pas de médicaments. Pour la majeure partie des cas, c'est tout à fait normal. Pour la simple raison que, quand on a une hépatite, je le dis, à 90% des gens qui sont touchés, ils peuvent être porteurs. Parce que là, on ne parle même pas de maladie, on parle de portage chronique. Ça veut dire que le gars, il est porteur d'un virus, ça veut dire porteur de l'antigène qui est là. Et ce portage-là, il peut être là pendant 100 ans. Le sujet n'aura rien du tout, il ne sera pas du tout malade. D'accord, donc on peut être porteur sans être malade. La majeure partie, je dis 90% des porteurs, ils sont porteurs inactifs. D'accord. Et ça, c'est important à savoir. C'est la raison pour laquelle ces gens-là, ils n'ont pas besoin de médicaments, ils n'ont pas besoin d'être traités, ils ont juste besoin d'un suivi médical tous les 6 mois. Et malheureusement, comme il n'y a pas d'information, il n'y a pas de communication sur les hépatites, les gens, dès qu'on leur dit que vous êtes testé positif à l'hépatite, déjà pour eux, ils sont malades. Donc, si on est porteur, par exemple, est-ce qu'on transmet? Est-ce qu'on est... Non, du tout. D'où vraiment l'importance quand même de vraiment nous concentrer sur ce point-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui subissent une stigmatisation énorme juste parce qu'ils sont porteurs. On les stigmatise. Et vous savez, nos sociétés en Afrique, c'est compliqué. Et c'est pourquoi c'est un point très important. Voilà. Pour moi, la stigmatisation, c'est une question pour moi qui est déjà réglée. Pour moi, un porteur d'hépatite, il est beaucoup plus à l'aise que quelqu'un qui n'a pas encore fait de dépistage. Ouais. Ça, le regard social, c'est pas pour celui qui a une hépatite. Le regard social doit être pour quelqu'un qui n'a pas encore connu son statut. Parce que celui qui connaît son statut, au moins, il a un avantage. Voilà. L'avantage, c'est quoi? Il sait qu'il est porteur, il sait qu'il est inactif, il n'est pas malade, il peut avoir un suivi tous les 6 mois et il n'aura aucun problème. Mais par contre, celui qui n'a pas encore fait de test, le danger, c'est quoi? Il est là, il pense que celui qui a une hépatite, c'est lui le sujet qu'il faut regarder, alors que non, c'est lui. Pour une raison très simple, je vais le dire. Quelqu'un qui n'a pas encore fait de test, il peut être porteur chronique, être porteur chronique actif, être porteur chronique actif avec des complications sans pour autant le savoir. Puisque c'est une maladie asymptomatique. C'est comme cette citation qui dit que celui qui n'a pas encore traversé l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Donc les porteurs, eux, ils sont au moins beaucoup plus à l'aise. Et c'est important de le savoir. Parce que voilà, Oui, mais parce que je pense que quand même, moi, ce que je vais dire à toute personne atteinte d'hépatite, c'est de faire comme moi. Moi, j'ai été atteint d'hépatite, je suis porteur chronique et je l'ai été depuis tout jeune. Mais pourtant, j'ai porté le combat pour m'en sortir aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis totalement guéri de l'hépatite. C'est juste entre guillemets et après, on va reprendre notre sujet. C'est parce que j'ai accepté de porter le combat. Je me suis dit, c'est quelque chose qui m'est arrivé, donc je l'accepte de par la grâce divine. Et maintenant, je porte ce combat pour les autres. Et en portant ce combat pour les autres, je me suis enlevé un fardeau. Pour la simple raison, au fur et à mesure que j'échangeais avec les gens, que j'ai discuté, j'ai fini même par oublier que moi-même j'étais porteur. Parce que l'échange, ça vous permet d'avoir d'autres informations. Et finalement, je me rends compte que moi-même, c'est comme si je n'avais aucun problème. Parce que j'ai rencontré finalement des cas qui étaient 10 000 fois plus difficiles. Et je me dis, bon, attends, là, ce combat-là, maintenant, il faut le continuer, il faut l'élargir. Je pense que pour toute personne atteinte d'hépatite aujourd'hui,
Le conseil que je donne, c'est de l'accepter et de savoir que c'est son destin. On n'y peut rien du tout. Dieu l'a voulu et on l'accepte. Maintenant, le plus important, c'est d'avoir un suivi médical. Parce qu'on n'est pas malade en général, on est juste porteur d'un virus. Ça ne veut pas dire être malade d'une hépatite. Et c'est très important. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait poussé au début de l'émission à dire que vous êtes aujourd'hui un exemple, une véritable source de motivation, parce que ce combat que vous avez porté depuis des années, cette lutte que vous avez eu à faire pour aujourd'hui être sur ce plateau et continuer le combat, je pense que tous ceux qui sont en train de se battre doivent recevoir cette information et savoir juste qu'ils sont porteurs, qu'il faut un combat, qu'il faut y croire, qu'il ne faut pas perdre espoir et que c'est possible. Voilà, c'est possible. Donc, je pense que ça n'a pas été facile. Avec vous, j'ai eu à échanger avec votre fille qui vous porte un amour exceptionnel, hein, sincèrement. Et elle m'a fait savoir que à un moment donné, voilà, c'était compliqué, mais vous avez vraiment géré la maladie sans problème, avec beaucoup de simplicité, et ça les a aidés même. Et à un moment donné, il fallait aussi faire une greffe, et c'était compliqué parce que dans plusieurs cas, les gens ont peur dans ce genre de situation, mais dans votre famille, votre entourage, ils ont tous voulu venir pour faire ce don-là, parce que tout simplement vous avez été non seulement, je ne sais pas, extrêmement gentil avec eux, mais vous avez tout simplement été un amour, vous les avez porté un amour exceptionnel. C'est d'ailleurs pourquoi nous allons parler peut-être de cette journée du 12 décembre. Je pense que c'était la journée où vous avez été accompagné de votre fille pour faire une greffe. Voilà, en ce moment-là, durant ces moments avec votre fille, voilà, comment ça s'est passé, les ressentis et tout ça? C'était pas du tout facile au départ, hein, parce que on était parti en Égypte. C'est là où je devais faire l'opération, une transplantation du foie. Donc, il fallait avoir un donneur. Donc, j'ai consulté ma famille, mes frères d'abord, et on était en train de voir qui choisir pour être mon donneur. Et lorsque j'en ai parlé de manière beaucoup plus restreinte avec mes deux femmes et mes enfants, donc c'est là où ma fille aînée s'est dit que bon, papa, on arrête tout, il n'en est pas question qu'un de vos frères se déplace pour ça. Moi, je suis votre fille aînée, je prends la responsabilité sur moi, je serai votre donneur. Maintenant, il fallait faire les tests de compatibilité et tout. Donc, mon frère a voulu, un de mes frères même en a fait déjà, et elle a dit que malgré que ces tests étaient vraiment concluants pour mon frère, hein, mais ma fille dit non, pas question. Donc c'est elle qui sera vraiment candidate pour ce don. Et comme j'avais les deux filles qui l'avaient fait, bon, c'est elle qui a été choisie, ma fille aînée, et on est parti en Égypte. Au départ, on était parti juste pour être vraiment très court quand même, on était parti pour 1 mois. Normalement, c'est ce qu'on nous avait dit, on devait faire 1 mois. Donc dès la première semaine, vérifier les tests de compatibilité, et la deuxième semaine faire l'opération. Et elle, normalement, 2 semaines de récupération, elle devait retourner sur Dakar parce qu'elle avait son boulot et tout. Elle avait laissé sa famille aussi parce qu'elle a 2 enfants. Mais lorsqu'on est parti, donc automatiquement, on a rencontré quelques difficultés. On était déjà arrivé en Égypte 1 semaine après, mon grand frère nous a rejoints pour nous accompagner quand même. Et le premier problème qu'on a rencontré, c'est que l'hôpital qui nous avait reçus pour faire cette transplantation, vu les premiers diagnostics, on préférait quand même nous transférer dans un autre hôpital, beaucoup plus spécialisé en la matière. Et puis voilà, une fois arrivé là-bas, il fallait tout reprendre à zéro. Tout ce qu'on avait fait comme test et tout. Et puis voilà, on a tout repris. Et heureusement aussi qu'on a tout repris, hein, parce que ma fille qui était là, très engagée, on a trouvé qu'elle ne pouvait plus être donneur, parce que tout simplement, elle avait une... comment on appelle ça? Qu'est-ce qui me prend? Je vais revenir là-dessus. Donc, elle avait un petit problème. Quand même, il fallait... Déjà, elle était anémiée. Elle était anémiée. Et on dit que, comme elle doit faire une opération, on ne peut pas opérer quelqu'un qui est anémié. Elle avait déjà aussi une inflammation qu'on avait trouvée. Et là, ils ont dit impossible. Et là, elle-même, elle revient pour voir le médecin pour lui dire que non. Moi, je suis venu avec mon papa, je ne vais pas retourner chez moi.
L'anémie, on peut traiter ça. Le médecin dit oui, donc elle dit on va traiter. Et l'inflammation, le médecin dit oui, donc. Et là, le médecin nous dit que donc on a besoin au moins de 2 mois pour traiter tout ça. Elle s'est engagée, elle dit non, elle reste. Donc c'est comme ça qu'elle a commencé son traitement pour l'anémie et après pour l'inflammation. Et 2 mois après, tout était réglé. Et c'est en ce moment, c'était vers le mois de décembre, donc elle était vraiment prête pour être opérée. Et ainsi, on a été opéré exactement le 12 décembre 2021. Donc elle a eu une opération de 6 heures de temps. Et moi, j'avais une opération pour plus de 12 heures de temps quand même. Hein. Mais alhamdoulilah, Dieu merci, tout s'est très bien passé. Et elle, je pense que 2 semaines après exactement, elle est sortie de l'hôpital. Elle devait rentrer sur Dakar, mais après elle disait non, elle ne pouvait pas rester son papa seul avec son frère, malgré qu'elle ne se sentait pas encore trop bien, mais elle a préféré rester encore 3 mois avec moi en Égypte pour que je sois vraiment sur de bons pieds. Parce que vous avez été un papa adorable, elle n'a cessé de me le répéter. Elle était là, elle était prête à tout parce que tout simplement, depuis tout petite, elle a senti votre présence dans tout ce qu'elle faisait. Et donc, juste pour dire, il est important, parfois dans les familles, il est important de partager tout simplement cette affection, cet amour parents-enfants et ça permet ensemble de mener des combats comme celui-ci. Justement, en parlant de votre fille que je salue au passage, Ngoné, elle vous a envoyé un message, un témoignage, en tout cas que nous allons ensemble peut-être écouter et peut-être après prendre vos réactions. Bonjour Malo, bonjour chers téléspectateurs. Je m'en vais parler d'une personne très importante dans ma vie. Mon père, mon ami, mon confident, mon conseiller, mon tout. Il représente tout dans ma vie. La personne qui me motive tous les jours. Parler de lui sera une chose aisée, mais pas très simple. Comme je l'ai toujours connu étant toute petite, mon père a toujours été une personne humble, simple, pieuse, une personne pieuse surtout. Donc comme je disais, une personne très pieuse et très honnête, qui a toujours été là pour ses enfants, pour sa famille, qui s'est toujours battu pour le bien de ses enfants, pour le bien de sa famille. Donc, comme vous le savez, il est arrivé à un moment de sa vie où il est tombé malade. Une maladie qui n'était pas facile à gérer. Mais vu la personne forte qu'elle est, courageux, il a su gérer ça avec tact. Lorsqu'il nous a annoncé la nouvelle, dans un premier temps, c'était une nouvelle très lourde. Mais après, avec lui, son courage et la façon dont il concevait les choses, c'est devenu beaucoup plus léger pour nous. Donc, on s'est mis ensemble, on s'est battu, voilà. C'était pas facile financièrement, c'était pas facile psychologiquement. Mais vu sa détermination, on est tous allés avec lui dans la même direction, en fait. C'était quoi? Se battre contre cette maladie, ne pas laisser cette maladie le vaincre, comme l'ont fait beaucoup de gens. Toujours croire au bon Dieu, c'est dire que il n'y a pas une maladie. En fait, je dirais pas que tout a une solution, en fait. Si on y va avec... Il a cru en lui, il a cru en la volonté divine, il a cru en notre médecine d'aujourd'hui. Il a cru que vraiment, il pouvait guérir. Donc, il s'est battu jusqu'au bout, du début à la fin. Et voilà, lorsqu'il est arrivé le moment de faire la transplantation, il nous a annoncé la nouvelle. Et tout le monde était volontaire, je peux dire ça, tout le monde était volontaire. Une chose qui m'a vraiment marquée et qui montre que la famille est sacrée, qui montre que c'est une famille aussi très soudée, alhamdoulilah. Mais j'ai proposé que ce sera moi, que je vais le faire parce que je suis sa fille aînée. Je vais le faire pour une personne qui en vaut la peine vraiment. Je vais me sacrifier
parce que c'est un papa qui a toujours été là, comme je l'ai dit au début. Nous, on n'a jamais manqué de quoi que ce soit. On n'a jamais senti un manque de quoi que ce soit parce qu'il a toujours été là, il a toujours su gérer. À un certain moment donné, en allant le faire, j'ai pensé à mes enfants, mais je me suis dit, mais quoi? C'est lui qui est là pour eux. C'est pratiquement lui et ma maman qui font tout pour eux, qui s'occupent d'eux, qui les amènent à l'école et tout. Moi, je fais rien. Alors pourquoi j'aurais à craindre pour mes enfants, sachant que même si je les laisse ici, c'est eux qui vont mieux s'occuper d'eux que moi, en fait. Donc, c'était ça. Je suis pas trop entrée dans les détails. Je sais que vous allez le développer en interne. Mais c'était juste pour dire que voilà. Ça n'a pas été une décision facile, mais c'était une décision que j'ai prise sans pour autant trop réfléchir, parce que c'était pour une personne qui en vaut la peine, comme je viens de le dire. C'était pour cette personne qui a toujours été là, et on devait être là aussi pour lui. Donc voilà, c'était tout simplement ça. Je vais le faire parce que c'est un papa qui a toujours été là, un papa adorable, un papa que l'on ne peut pas remercier. Vous avez entendu le témoignage de votre fille, un témoignage qui a vraiment touché parce qu'on sent qu'elle parle avec le cœur, elle parle avec beaucoup d'amour, elle parle parce qu'elle s'adresse à une personne qu'elle aime énormément. Donc après avoir écouté ce témoignage-là, quels sont vos sentiments? Sentiment de fierté, d'abord. Pour un papa quand même qui entend sa vie et parler de lui, ça ne peut que faire... là, je suis un peu émotif présentement, quand même ça touche. Mais d'abord, rendre grâce à Dieu et puis, voilà, la remercier beaucoup. Parce qu'elle a été là au moment où il fallait l'être. Et comme elle l'a si bien dit, donc, avec... tout le courage qu'il fallait. Parce qu'au départ, ce n'était pas évident pour elle. Elle n'avait pas encore cerné quand même, entre guillemets, le risque, parce qu'il n'y a pas de risque zéro quand même, ça il faut le reconnaître. Mais une opération quand même, parce qu'elle ne savait pas déjà le pourcentage qu'on devait tirer d'elle pour me le donner à moi, parce que c'était une grande foi. Il fallait déjà enlever ce qui était en moi et prendre en elle et me donner ça. Donc déjà, pour vous dire qu'elle a été courageuse, donc tout ça, elle l'a affronté. Elle n'a jamais rechigné, donc elle a toujours eu le courage pour affronter cette situation-là. Donc finalement, quand on dit que quand même, on lui a retiré 55% quand même de son foie pour me le donner à moi, quand même, c'est énorme. C'est énorme, mais alhamdoulilah, on rend grâce à Dieu. Pour la simple raison aussi, là, ça nous permet quand même de faire passer un message aux patients, mais surtout à l'entourage des patients. Oui, c'est possible de le faire, pour la simple raison que le foie est un organe qui se régénère. C'est le seul organe en l'être humain qu'on peut couper et ça revient. En dehors du foie, si vous coupez quelque chose, un de vos membres ou bien quoi que ce soit, vous le perdez. Mais le foie, par contre, vous coupez une partie, ça revient à la normale après quelques temps de récupération. Donc, raison pour laquelle elle a été très brave. Donc, je dis, elle a déjà prié pour elle-même. Mais néanmoins, je continue à prier pour elle. Et puis, pour ses sœurs, ses frères. Et c'est un modèle, hein. Je ne le dis pas parce que je suis tout simplement son papa, mais elle a été la première à donner l'exemple à ses petites sœurs. En matière d'éducation, je dis, hein. Voilà, parce qu'elle était là, je me rappelle bien, elle était au lycée Kennedy. Et au niveau de la classe de 4e, donc les résultats, parfois, ce n'était pas tellement ça avec la grève. Et en classe de 4e, elle me dit que mon papa, je ne vais plus à Kennedy, je vais au CM de Wakam. C'est à 2 pas de chez moi, ça va me permettre de ne plus me déplacer en véhicule, d'être concentré sur mes études. Et depuis la seconde, depuis la classe de 4e jusqu'à la terminale, soit elle était première ou bien deuxième. Elle me dit, j'ai plus besoin de répétiteur ni quoi que ce soit. Elle s'est encadrée elle-même. Et elle a donné le tempo à sa petite sœur, et ainsi de suite. Et puis tous maintenant, ils ont suivi le même canevas. Donc merci Ngoné, que Dieu vous garde. Vous l'avez dit, un vrai exemple. Vraiment, on sent qu'elle vous porte un amour ineffable et vous aussi. En tout cas,
on la souhaite tout le meilleur. C'est ce genre d'information, ce genre d'actes, je pense que c'est des choses à promouvoir pour permettre à tous ceux qui sont dans ces situations-là de bénéficier de ce soutien moral tout d'abord et tout simplement les permettre de lutter. Donc voilà, vous n'êtes pas le seul, hein, on est tous émus sur ce plateau, mais voilà, on va peut-être essayer de conclure puisqu'on est pratiquement au thème de l'émission, mais on ne pourra le faire sans parler peut-être de la prévention, hein, comment prévenir l'hépatite puisque mieux vaut prévenir que guérir. Donc la prévention, aujourd'hui, si vous avez des conseils à donner par rapport à ça. Pour la prévention, d'abord, permettez-moi de revenir rapidement. On a parlé des symptômes, mais il était important, on a défini ce que c'était l'hépatite, on a défini les symptômes, donc, mais ce serait bon qu'on donne un peu les causes maintenant pour pouvoir prévenir. Donc les causes, on peut en parler de manière très brève, je peux même prendre quelques juste causes qui sont les plus visibles, les plus importantes. Donc l'hépatite, comme on l'a dit, créée par un virus qui est l'hépatite B, en tout cas causée par un virus qui est le virus de l'hépatite B. Maintenant, on a des voies de transmission. Hein? Donc, la voie de transmission, en tout cas en Afrique, qui caractérise le pourquoi ce taux il est important, était surtout la transmission verticale de la mère à l'enfant. D'abord, la transmission, elle vient du sang. Là où passe le sang, ça peut transmettre quand même le virus. Donc, d'abord, elle peut être une transmission verticale de la mère à l'enfant au moment de l'accouchement. Donc, en général, c'est ce qui se passe. C'est cette transmission-là. Et la transmission familiale, on peut le dire. Pourquoi? Pour la simple raison que, avant qu'on ait la vaccination, donc on savait qu'entre les enfants, ça jouait beaucoup. Et quand les enfants jouaient, donc on pouvait être blessé, avoir des objets tranchants, avoir même des jouets, un ballon touché de par le sang d'un enfant, et puis transmettre ça à un autre enfant, pour la simple raison que ces enfants n'étaient pas encore vaccinés. Mais on peut rendre grâce à Dieu aujourd'hui, ce problème il est réglé. Je vais y revenir dans la prévention quand même pour ne pas... je continue sur la transmission. Donc, il y a une seconde transmission qui était vraiment très fréquente, qu'on appelait la transfusion sanguine. Transfusion, c'est à travers les dons de sang. Quand il y avait des accidents et tout, on appelait les gens qui venaient de n'importe où, on donnait du sang, mais c'était du sang qui n'était pas contrôlé en général, on donnait ça directement. Mais depuis l'avènement du sida, avec le cas voilà, de quelqu'un qui a donné du sang qui était contaminé par ce virus et qui a transmis ça à ce patient-là, depuis ce jour-là, je pense qu'il y a eu des barrières quand même qui permettent quand même aujourd'hui, exactement, si vous voyez maintenant toutes les poches de sang qui sont données, elles sont contrôlées, non pas seulement pour l'hépatite, mais pour le VIH et pour toutes les maladies transmissibles, syphilis et ainsi de suite. S'il y a une seule poche qui est contaminée, cette poche-là est jetée. Et justement, il y a eu en 2006 1500 poches qui ont été jetées par le Centre national de transfusion sanguine. Et ce qui est important, peut-être une petite parenthèse avec les dons de sang, c'est que faire un don de sang vous permet d'avoir une idée sur votre santé. Je vais revenir là-dessus même, hein, donc je préfère juste ne pas perdre le fil, continuer sur les transmissions, parce que j'ai parlé de 2 modes de transmission qui étaient vraiment très fréquentes, mais cette transfusion sanguine, maintenant, elle est sécurisée, je dis, maintenant, c'est contrôlé. Hein. Donc, en dehors de cette transmission, on a la transmission qui passe par tout matériel souillé, à travers les seringues, les histoires de tatouages, les histoires de rasoirs qu'on se partage. Tout ça, c'est des objets tranchants qui peuvent véhiculer quand même cette transmission. Et je pense même, on peut avoir une bonne idée très claire, quand on parle de seringues, aujourd'hui, on a des seringues à usage unique. On l'achète à 100 francs, on l'utilise et on lance. Mais avant cette pratique, qu'est-ce qui se faisait? Il y avait un pistolet. Donc c'était le pistolet, qui était là avec une seule aiguille. Et tous les gens qui étaient au niveau du centre de santé, au niveau de l'hôpital, ou bien même dans l'armée, c'était des gens qui étaient là en rang, 100 personnes, on pouvait les piquer avec une même aiguille. Et quand vous le faites sans pour autant désinfecter ou quoi que ce soit stérilisé, malheureusement, c'était la chaîne de transmission qui était la plus plausible, mais aujourd'hui quand même, ce cas-là est sécurisé.
Donc il y a une autre transmission qu'il ne faut pas négliger aussi, c'est ce qu'on appelle la transmission sexuelle. Même si elle n'est pas évidente, elle est une voie. Et comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de risque zéro. Raison pour laquelle donc, on conseille aux gens d'éviter tout ce qui est partenaire multiple et tout. Donc voilà les voies de transmission qu'on avait. Et maintenant, pour revenir par rapport à votre question, sur... rappelez-moi un peu. Prévention, puisque vous avez parlé justement de la transmission. Exactement. Donc pour la prévention aujourd'hui, maintenant, il y a une prévention qu'on appelle la prévention primaire et la prévention secondaire. La prévention primaire, elle touche tout ce qui est vaccination. Donc là, ça me permet de revenir maintenant sur l'aspect transmission verticale. Mais enfin, pour la raison pour laquelle je disais que c'est sécurisé aujourd'hui, on demande quand même à ce que les populations soient vaccinées. Pour la simple raison que je l'avais dit à l'entame de mes propos, si on a une population où 85% ont été déjà en contact avec ce virus, donc forcément, il faut dépister les gens pour savoir exactement qui est positif ou pas. Maintenant, avec cette vaccination-là, aujourd'hui, nous, au Sénégal, en tout cas, on a la chance quand même d'avoir introduit la vaccination à la naissance depuis 2016. Ce qui nous permet de régler le problème des enfants dont j'ai parlé, parce que la transmission, elle était beaucoup plus juvénile qu'autre chose. Donc aujourd'hui, ce cas-là, il est vraiment réglé au Sénégal. En tout cas, même si ce n'est pas à 100%, on peut dire à 95%, parce que tous les enfants qui naissent au niveau des centres ou bien des structures médicales, en tout cas, ils sont vaccinés dès les premiers jours, dès les premières 24 heures. Et si on vaccine dans les 24 heures, ça veut dire qu'après, on va suivre la chaîne à travers le père maintenant. Donc, 6 semaines après, l'enfant va continuer ses vaccinations pour l'hépatite. Ça, c'est déjà le premier point. Donc, la prévention primaire. Et maintenant, la prévention secondaire, c'est ce qu'on appelle le dépistage. Donc, pour le dépistage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un dépistage tôt. Le diagnostic, il faut vraiment que ça se fasse tôt. Ça a un double avantage. Parce que ça permet d'abord de régler le problème de statut. Et quand on règle le problème de statut, on sait que telle personne est positive ou pas. Maintenant, quand la personne est positive et qu'on la prend en charge, mais ça permet de régler un autre problème. Le risque de transmission. Quand quelqu'un, son statut est connu, ça lui permet d'aller vers un suivi médical. Et quand ce suivi médical est là, il n'y a pas de risque d'aller vers les complications. Parce qu'en général, c'est au niveau des complications que la transmission est beaucoup plus possible. Surtout quand l'hépatite est chronique et active. Si on n'est pas suivi, on ne peut pas savoir que si son hépatite est active ou pas. Maintenant, une hépatite active, par contre, là, elle peut être source de contamination pour les proches. Raison pour laquelle, vraiment, tous les cas doivent être surveillés. Et la surveillance, quand même, elle est très simple. Elle se fait tous les 6 mois. Bon, entre guillemets, je dis, elle est simple, pour la simple raison qu'on le fait tous les 6 mois, ou bien même par 1 an. Mais quand même, il faut reconnaître que quand même, en matière de prise en charge, elle peut être un peu difficile pour nos populations, vu le coût des tests sanguins et tout ce qui est radio et consort. Donc pour la prévention, maintenant, la prévention, pour moi, la partie qui est la plus importante, c'est là où il faut vraiment insister, et ça revient à nos autorités sanitaires, à l'État, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est communication aujourd'hui. C'est la communication, la sensibilisation, parce que une population qui n'est pas sensibilisée sur les hépatites ne peut pas savoir ce qui se passe. Et quand quelqu'un ne connaît pas ce qui se passe, il ne peut pas aller vers les structures dédiées. Il ne peut pas se dépister, il ne peut pas se vacciner, parce que pour la simple raison, il est un ignorant. Et tout ignorant est en risque quand même de développer ces complications, parce qu'en général, quand on ne se dépiste pas, ce qui se passe, c'est quoi? Quand on est atteint d'hépatite et qu'on ne le sait pas, c'est la maladie elle-même qui va se réveiller. Et ça se réveille en général dans une phase vraiment compliquée, dans une phase vraiment terminale en général, et c'est ce qui est dangereux. Comme vous l'avez dit, mieux vaut prévenir que guérir. Vraiment, quand plus le traitement se fait tôt, mieux on gère ce problème. Et pour terminer même, excusez-moi de revenir parce que vous avez parlé des choses très importantes. Parce que pour pouvoir traiter quelqu'un, il faut le suivre au départ. Parce qu'en suivant, on sait que telle hépatite est là, elle est évolutive, et quand elle est évolutive, elle devient chronique active, mais le médecin qui suit, mais automatiquement,
il voit cette activité qui vient. Et quand l'activité est présente et commence à prendre des formes vraiment inquiétantes, mais là, il peut administrer un traitement à travers le tenofovir si on est mono-infecté par l'hépatite B. Donc, ce traitement-là permet de bloquer d'abord ce virus, cette réplication virale, et maintenant de la faire descendre jusqu'à revenir à un point zéro où il n'y aura aucun risque. Je le dis pour la simple raison que moi-même, je l'ai vécu pendant plus de 40 ans. Et lorsque je l'ai su depuis 2010, j'ai eu le même suivi dont je parlais. Ce n'était pas facile, mais c'est un suivi tous les 6 mois jusqu'à arriver à une greffe de foie. Et aujourd'hui, après la greffe, je n'ai plus de problème de foie, c'est réglé. Alhamdoulilah, on rend grâce à Dieu. Mais j'ai perdu l'antigène HBS. L'hépatite qui était là, l'hépatite B et l'hépatite D sont totalement disparus. Et j'ai même pris ma vaccination dont j'ai parlé. Je suis maintenant, aujourd'hui, vacciné, j'ai pris mes 3 doses. Maintenant, je ne ferai qu'un contrôle. Alhamdulillah. Voilà, ça c'est un message justement de fin parce que malheureusement j'aurais aimé avoir plus de temps parce que ce que vous êtes en train de développer est très important et je pense que c'est des informations qui vont vraiment servir. Mais voilà, malheureusement, nous sommes au thème de cette émission, en tout cas qui a été très riche en enseignement et en information. Peut-être juste avant de clôturer, vous demandez peut-être votre mot de la fin. Mon mot de la fin, d'abord revenir encore sur le dépistage. La prévention, le dépistage, il faut que les gens se fassent dépister et ceux qui sont négatifs, qu'ils se fassent vacciner. Ceux qui sont positifs n'ont qu'à aller avoir un suivi médical et le premier est réglé. Sinon, vous remerciez à vous, avec toute votre équipe, remerciez les téléspectateurs qui nous suivent, mais surtout, permettez-moi quand même de remercier des personnes qui me sont très chères aujourd'hui. Ma famille d'abord, en commençant par ma fille, ses sœurs, mes frères et tous mes parents. Mais d'abord aussi remercier les membres de l'association Safara Hépatite. Malgré que j'ai créé cette association, mais c'est des gens qui m'ont eu confiance, qui m'ont fait confiance pendant autant d'années. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais obligé à un moment donné, pour des raisons de santé, de dire que j'arrête quand même pour m'occuper de moi-même. Mais quand même, j'ai été très satisfait parce que j'ai eu une relève, une dame très battante qui est là, Madame Fatou Miran, qui en est la présidente actuellement. Donc, Madame la présidente, tous mes remerciements et tous mes encouragements avec tous les membres. De toute façon, je suis derrière vous et je continue à vous coacher comme je l'avais dit. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, le dernier mot, mes derniers remerciements vont à 2 personnes qui me sont très chères. Le professeur Moussa Seydi, qui s'est occupé, on le sait bien, de Ebola et dernièrement de la Covid-19. Une personne très humble, très courageuse, mais qui aime son pays et qui s'est battue pour qu'on soit départi de Covid-19. Tout le monde connaît son histoire. Vraiment, professeur, toutes mes félicitations, tous mes encouragements. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez. Personnellement, je vous remercie et je prie pour vous pour la simple raison que depuis les premières heures, depuis qu'on s'est connus, d'abord c'est un frère, c'est un ami, on a à peu près le même âge, mais c'est quelqu'un vraiment qui m'a beaucoup aidé durant tout mon parcours. Que ça soit moralement, que ça soit médicalement, que ça soit financièrement, il a été toujours derrière moi. L'autre personne, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, qui est aussi un ami, qui n'a rien à voir au départ avec la politique, mais un ami, un frère, aussi qui m'a beaucoup accompagné, qui m'a beaucoup soutenu. Et vraiment, Président Gadio, mes remerciements, que Dieu vous garde, que Dieu nous garde nous tous. Encore une fois, merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, donc merci beaucoup, Monsieur Ibrahim Gueye. Merci à l'ensemble des téléspectateurs de Télé-École. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans de nouvelles éditions, en tout cas de l'émission Ma Santé. D'ici là, prenez soin de vous, mangez bien, souriez surtout, gardez le sourire et continuez de suivre les émissions, les programmes de la première télé éducative de l'Afrique au Sénégal. À très bientôt.